Alors dans le chapitre précédent, on avait réorganisé un petit peu la partie formulaire, histoire d'avoir moins de code à répéter, et dans ce chapitre, je vous propose de faire de même pour la partie validation. Donc si on avait à valider les informations que sur cette page-là, on pourrait se contenter de ce que l'on a déjà écrit. Ça fonctionnerait très bien, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Le problème, c'est que les règles de validation que l'on a écrites ici, on va aussi en avoir besoin pour la partie création d'un article. Donc le problème, c'est que si on laisse les choses comme ça, quand on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler new.php, on va se retrouver à devoir dupliquer la logique que l'on a déjà écrite, ce qui est un petit peu dommage. Nous, on n'a pas envie de trop se répéter. Donc ce que je me dis, c'est que ça pourrait être intéressant de séparer la partie validation dans une classe dédiée. Donc je vais aller me rendre dans mon dossier src et on va aller créer un nouveau dossier qui va contenir les validateurs. Donc je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler validators. À l'intérieur, je vais créer donc une classe qui va être chargée de valider mes articles. Donc je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler post-validator. À l'intérieur, je vais me situer dans le namespace app_validators et on va créer notre classe post-validator. Avant d'écrire quoi que ce soit à l'intérieur, on va réfléchir aux paramètres qu'elle va prendre au niveau de son constructeur. Donc l'idée, c'est de remplacer un petit peu cette partie validation et cette partie-là. Donc moi, je me dis, pour construire notre classe, on va avoir besoin de lui passer les données. Donc on pourrait faire quelque chose comme ça. V égale new post validator. On lui enverrait en paramètre notre tableau contenant nos données qui ne sont pour l'instant pas traitées. Ensuite, je n'aurai plus besoin de mettre ça. Donc je vais pour l'instant le commenter pour garder ça en mémoire. Et lorsque j'aurai besoin de valider les données, je pourrai utiliser la méthode validate. Cette méthode renverrait true si toutes les règles sont satisfaites et false sinon, et on aurait la possibilité de récupérer les erreurs avec errors. Donc finalement, je me dis que les signatures et les méthodes de Valitron sont pas forcément mauvaises, donc on va garder les mêmes signatures. Donc au niveau de mon post-validator, je peux déjà écrire quelques petites choses. Donc d'abord, on va définir le constructeur. Donc on crée une nouvelle fonction et notre constructeur prendra en paramètre un tableau de données. Donc je type ça et je me dis que les données, j'aurai besoin d'y accéder dans les autres méthodes. Donc je crée une propriété. Donc pour l'instant, cette propriété, vu que je n'en ai pas besoin en dehors de cette classe-là, je la mets en privé. Et je l'initialise dès mon constructeur. Donc vous commencez à avoir l'habitude, c'est toujours la même chose. Après, on va avoir une fonction publique qui va permettre de vérifier si les données qui ont été rentrées sont bonnes. C'est la méthode validate. Donc cette méthode, on sait déjà qu'elle doit renvoyer un booléen. Et on écrira le corps de cette méthode un petit peu plus tard. Ensuite, de la même manière, on doit avoir une fonction qui nous renverra les erreurs de validation. Donc c'est la fonction errors. Donc ça nous renverra quelque chose qui sera, si je me souviens bien, un tableau. Et c'était un tableau qui était indexé avec les clés et les noms des champs. Donc pour le coup, je vais simplement mettre tableau dans le type. Maintenant, je peux remplir le corps des méthodes. Alors au niveau de notre système, on va créer un nouveau validateur et ensuite on va définir l'ensemble des règles. Donc ça, je vais le faire dès le constructeur. Donc dès le constructeur, je peux lui dire, tu vas créer un nouveau validator. Donc attention, ça c'est une classe de Valitron. Donc je vais réécrire histoire qu'il fasse l'import. Voilà tout en haut. Et on l'initialise en lui passant les données qui sont passées en paramètres. Donc dans notre cas, ce n'est pas directement post, mais c'est data. Ensuite, on crée nos règles. Donc ce sont des règles qui vont avoir attrait à la validation des articles directement. Lorsque j'appelle validate, je peux me contenter d'appeler validate sur mon validator. Donc pour y avoir accès partout, il faut que je crée une propriété. Donc je vais créer une propriété privée qui va s'appeler validator. Cette propriété, je l'initialise. Donc je fais un vis validator égale $v. Et ensuite, je peux y accéder n'importe où. Donc là, je peux faire un vis validator et j'appelle la méthode validate. Donc cette méthode nous renverra true ou false. Donc je peux me contenter de faire un return. Pour récupérer la liste des erreurs, c'est pas plus compliqué que ça. J'ai juste à faire un return vis validator et je récupère les erreurs.
Donc l'avantage de cette approche, c'est que si demain, par exemple, votre classe valideron, elle change et que les signatures des méthodes changent, vous n'êtes pas gêné parce que vous avez votre classe validator à vous et vous pouvez changer les appels qu'il y a à l'intérieur. C'est votre API qui compte, c'est les méthodes que vous avez créées qui seront toujours utilisées dans votre application. Ce que vous utilisez derrière, ça n'a pas d'importance dans le code du edit. Maintenant, je vais retirer le code que j'avais commenté et on va essayer de soumettre des informations qui sont invalides. Donc au niveau du titre, je ne vais absolument rien mettre. Alors je ne sais pas si j'avais mis une règle de validation sur la longueur. Donc on va juste mettre une lettre. Je clique sur modifier et on voit bien que ça continue à fonctionner. L'avantage, c'est que pour ma partie new, si je veux réutiliser les mêmes règles de validation, je peux réutiliser mon post validator. Maintenant, on va aller un petit peu plus en profondeur sur certaines règles. Donc on avait dit que le name et le slug étaient requis. On avait dit que le name et le slug devaient avoir une taille entre 3 et 200. On va dire que le slug doit correspondre à une règle, on veut un certain formatage. Donc on va regarder sur la documentation de Valitron, est-ce qu'on a quelque chose qui a trait au slug. Donc on a quelque chose qui accepte les slug characters. Alors on va descendre pour voir s'il y a un peu plus de détails. Donc ça accepte des lettres, des chiffres, un tiret ou un underscore. Donc nous, ça correspond à ce que l'on veut faire. C'est un slug, basiquement, donc on peut mettre qu'on veut que la règle slug soit validée pour le champ slug. Alors maintenant, plus complexe, on veut vérifier que le titre ou le slug soit unique. Donc on va d'abord commencer par le slug. Donc je vais revenir ici, et on va s'imaginer, on va prendre ce slug-là, et on va l'appeler slug-test. Il me laisse modifier, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais revenir sur ma liste d'articles et mon objectif, c'est d'empêcher la possibilité de définir pour cet article slug test. Si on fait ça, on va avoir un problème d'unicité. Donc malheureusement, il n'existe pas de règle comme ça au niveau de Valitron. Lui, il ne valide que certaines choses. Il ne peut pas se connecter à notre base de données pour valider les choses. Par contre, on a la possibilité d'utiliser une fonction. On peut par exemple créer une nouvelle règle de validation ou directement mettre une fonction pour valider quelque chose. Donc on devra retourner true si la valeur est bonne et false sinon, et ensuite on pourra définir un message de validation. Et ça semble beaucoup plus correspondre à ce que l'on veut faire. Donc on est parti, je vais créer une nouvelle règle qui sera donc une fonction qui prendra en paramètre le champ et la valeur associée à ce champ-là. Ensuite, on devra retourner true ou false. Pour l'instant, je me contente de retourner false en permanence. Ensuite, je lui précise quel champ je souhaite valider. Nous, ça sera slug. Et je vais lui préciser le message d'erreur. Donc nous, on dira ce slug est déjà utilisé. Donc pour l'instant, j'ai simplement fait quelque chose qui va échouer en permanence. Je vais revenir sur ma page. Je vais essayer de soumettre ces informations-là. Même si je laisse le slug par défaut, il me dit ce slug est déjà utilisé. Et on voit d'ailleurs qu'il rajoute le nom du champ devant. Donc si vous vous souvenez, on avait mis en place notre propre classe validator. Donc c'est plutôt cette classe que l'on va utiliser. Donc là dans le use, plutôt que d'utiliser validator de Valitron, on va utiliser le validator que l'on a dans app. C'est celui où on avait juste changé le préfixe qui était rajouté. Comme ça maintenant, si je réactualise, je vais avoir une erreur sans le préfixe. Maintenant, je peux passer à la partie logique. J'ai besoin de modifier le code de cette fonction pour que ça retourne true si l'enregistrement n'est pas en double et false sinon. Le problème, c'est que je suis ici dans mon post validator et je n'ai pas accès à la connexion à la base de données. Du coup, ce qu'il va me falloir faire, c'est injecter quelque chose au niveau du constructeur pour y avoir accès. Donc au niveau de mon edit, j'ai accès à deux choses. Soit la connexion à PDO, donc c'est pratique mais c'est un petit peu brut, soit mon post table. Donc ce que je vais faire, c'est que dans mon post table, je vais créer une méthode qui permet de vérifier si un champ existe ou non. Ensuite, je pourrai injecter ce post table au niveau de mon post validator pour pouvoir utiliser cette méthode existe. Donc au niveau de notre post table, on va rentrer dans la classe, et je me dis que c'est quelque chose qui peut être utilisé de manière générique, donc on va carrément créer la méthode sur la classe table. Donc on va replier les différentes méthodes, et on va créer une nouvelle méthode, que l'on va appeler exist. Elle prendra en premier paramètre le champ. Donc ça sera une chaîne de caractères qui va s'appeler field. En second paramètre, ça prendra la valeur.
Donc ça sera aussi ici, dans notre cas, du slug, une chaîne de caractères, mais des fois on peut imaginer que ça peut être un entier. Donc pour l'instant, je n'ai pas typé les choses. Donc l'objectif de cette méthode, c'est de renvoyer un booléen. True si l'enregistrement existe, false sinon. Donc un petit peu comme on l'avait fait pour notre find, on va commencer par générer notre requête. Donc on va faire une nouvelle query, et on fait un vis, pdo, prépare, select, on va sélectionner le nombre d'enregistrements qui correspondent sur la table que l'on peut récupérer grâce à la propriété visTable. Donc moi ici je vais mettre des doubles guillemets, comme ça va me permettre de directement interpoler les valeurs. Donc on mettra le nom de notre table. Dans le cas de la post table, ça donnera post avec un S. Et on lui demandera que le nom du champ, enfin la valeur du champ, corresponde. Donc là, je vais directement utiliser field. Donc attention, on peut se dire, en termes de sécurité, c'est pas forcément tip top ici de concaténer. Mais lorsque je vais utiliser exist, c'est moi qui vais contrôler les paramètres. Ce n'est pas des paramètres qui proviennent de l'utilisateur. Donc je n'ai pas de risque à écrire ça. Par contre, la valeur, elle provient de l'utilisateur. Donc c'est là que c'est dangereux, et c'est pour ça qu'on va utiliser le système de requête préparée. Il faut bien faire attention aux paramètres que vous concaténez et les paramètres que vous utilisez sous forme de requête préparée. Sachant que dans le cas d'une requête préparée, on ne peut pas avoir un nom de champ dynamique. Donc c'est pour ça qu'on écrit les choses de cette manière-là. Donc maintenant, je vais exécuter ma requête. Donc je fais un execute et je lui passe comme paramètre la valeur. Ensuite, je vais récupérer les résultats. Donc je fais un result égale query fetch. Vu que je ne veux récupérer qu'une seule valeur, je vais directement lui demander de récupérer les informations sous forme de tableau numérique. Et je vais récupérer le premier élément. Donc ça va me donner en fait le nombre d'éléments qu'il y a au niveau de ma base de données. Et ce que j'ai juste à faire, c'est de lui dire, il faut que ça soit supérieur à 0. Donc là, je peux mettre un return, le résultat de mon fetch est supérieur à 0. Si c'est supérieur à 0, on a bien des enregistrements, sinon, non. Et on peut même forcer ici ça sous forme d'entier pour être sûr. Je vais peut-être documenter un petit peu cette fonction pour savoir de quoi il en retourne. Donc vérifie si une valeur existe en base de données. On va mettre plutôt dans la table. Donc on va avoir deux paramètres. Un premier paramètre qui sera donc une chaîne de caractères qui sera le champ. Et on mettra comme description champ à utiliser ou à rechercher. Et on mettra un second paramètre qui sera aussi une chaîne de caractères et ça sera la valeur associée au champ. Bon, n'hésitez pas à documenter un petit peu si vous vous dites que la fonction n'est pas naturellement compréhensible et que ça peut poser des problèmes par la suite. Et ça, on avait dit que ça pouvait être de n'importe quel type. Donc je vais sauvegarder et je vais pouvoir revenir dans mon post-validator. Donc comme je l'ai dit, pour pouvoir utiliser cette méthode exists, il va falloir que je l'injecte. Donc au niveau de mon constructeur, je vais lui dire que j'accepterai un second paramètre qui sera la table post-table. Et je mettrai comme valeur table, tout simplement. Maintenant, au niveau de ma fonction, je peux utiliser cette variable-là. Et je peux lui dire que tu retourneras table exists et je cherche le champ slug où je peux mettre directement field avec la valeur associée. Attention, moi c'est l'inverse que je veux. Je veux que ça retourne true s'il n'y a aucun enregistrement, c'est-à-dire je veux que ça retourne true si ça retourne false. Donc je vais mettre un point d'exclamation devant. Et là, on devrait être bon. Si ce n'est qu'au niveau de mon edit.php, il faut bien que je pense à injecter mon post table au niveau du constructeur du post validator. Donc là, je lui injecte le post table. Donc on a fait pas mal de code et on va vérifier est-ce qu'il fonctionne. Donc j'essaie de re-sauvegarder les informations et il me dit ce slug est déjà utilisé. Je vais rajouter des caractères et il me laisse faire. J'essaie de faire slug-test et il me laisse pas faire. Donc ça fonctionne bien. Par contre, il y a un petit défaut. C'est que si j'essaie de sauvegarder là, il me dit que ça ne marche pas.
Pourquoi? Parce que lorsque j'essaie de sauvegarder, il va vérifier est-ce que ce slug existe. Mais effectivement, il va trouver un enregistrement qui correspond à ce slug, c'est notre enregistrement courant. Donc il faudrait lui dire ici, vérifie que le slug est unique, mais ne vérifie pas dans les éléments qui ont cet ID. Sinon, effectivement, quand on fait une mise à jour, tu vas bloquer. Donc ça veut dire que je dois rajouter un argument. Donc au niveau de mon table, je vais rajouter un nouvel argument qui sera simplement un entier, qui peut être nul, et on va mettre que c'est une exception. Donc globalement, on pourra dire je ne veux pas que cet enregistrement soit utilisé. Ça veut dire que je vais devoir modifier aussi ma requête SQL. Donc je vais séparer un petit peu le code. On va créer une première variable qui contiendra la requête SQL. Et ensuite, on va lui dire si on veut une exception, donc if except est différente de nul, ben dans ce cas-là, je rajoute à ma requête SQL un second where et je lui dis and l'id doit être différent de l'id qui est passé en paramètre. Si vous voulez utiliser la partie préparée, ben ça veut dire que vous devez avoir un tableau qui va contenir les paramètres. Par défaut, ça sera un tableau de taille 1 avec simplement la valeur. Maintenant que vous rajoutez une nouvelle condition, vous utilisez les requêtes préparées, et il faut rajouter dans le tableau des paramètres que vous allez envoyer à votre requête préparée la valeur qui correspond à l'ID. Voilà, c'est une autre manière d'écrire les choses. Dans ce cas-là, on prépare la requête SQL et on lui envoie les paramètres. Donc si except n'est pas défini, ben on aura un tableau qui n'aura qu'une seule valeur et on aura une requête avec un seul paramètre. Par contre, si on a un except qui est défini, on rajoute une partie à notre requête, donc on rajoute une condition, et on rajoute un paramètre aussi. Et là, hop, je n'oublie pas le point virgule. Maintenant, au niveau de mon post validator, je vais avoir besoin un petit peu de la même chose. Je vais avoir besoin de savoir si on doit retirer quelque chose. Donc là, moi, je vais avoir un autre paramètre qui sera un entier, ou qui peut être nul, donc on mettra un point d'interrogation devant, qui sera le post ID. Et par défaut, on avait dit, ça aura la valeur nulle. Maintenant, dans ma petite fonction, je vais lui dire, bah, tu vas utiliser aussi ce paramètre-là, et tu vas l'injecter dans la méthode exists. Comme ça permettra de prendre en compte le cas où on veut isoler un article. Au niveau de mon edit.php, en troisième paramètre, je vais lui envoyer l'ID de l'article. Donc c'est post, et je récupère getID. Et on a donc terminé avec cette partie-là. Donc je vais essayer de resoumettre les informations. Et on me sort une petite erreur, il ne trouve pas post-ID. Effectivement, j'ai fait une petite erreur de typographie. C'est post-ID avec une majuscule. Et si je resoumets, cette fois-ci, ça sauvegarde bien l'article. Donc on a bien géré ce cas-là, et on n'a pas cassé non plus l'autre cas où on utilise un slug qui est déjà utilisé. Si vous voulez, vous pouvez faire la même chose sur le titre, ou vous pouvez rajouter ici un tableau, et lui dire, bon ben on va avoir la même condition sur le nom de l'article. Et automatiquement, ça va être pris en compte. Et là, on mettra cette valeur est déjà utilisée. Comme ça, c'est assez générique et ça gérera les deux champs. Donc on fait un petit test. Je vais prendre, hop, on va revenir à la liste des articles. C'était post avec un S, non c'était juste /admin. Je vais prendre ce titre-là et essayer de l'utiliser pour mon article. Et effectivement, on me dit, cette valeur est déjà utilisée et on m'empêche de définir ce titre-là. Donc vous avez maintenant votre règle de validation de fonctionnel qui empêche les duplications. Donc ça c'est super pour le référencement. Bon, une dernière petite chose, si vous voulez améliorer votre code, on va se dire demain on va avoir la même chose pour par exemple les catégories. Et on a un petit peu de code qui va se répéter. La partie validate, la partie errors et une partie du constructeur. Donc ça peut être intéressant de séparer ça dans une classe parente. Donc je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler abstract validator. Donc ça sera la classe parente qui sera une classe abstraite qui sera héritée par notre post validator et aussi plus tard par notre catégorie validator. Pour l'instant, je copie tout le code que j'ai écrit ici et on va enlever ce qui est spécifique. Donc on aura toujours besoin du validator, on va toujours l'initialiser avec les données. Par contre, les règles de validation, elles vont être définies indépendamment pour chaque type de contenu.
Donc pour l'instant, je me contente juste de mettre ça dans mon constructeur. Au niveau des paramètres du constructeur, on aura surtout besoin des données. Tous les autres paramètres ne sont pas nécessaires. En tout cas, ils sont plutôt spécifiques en fait au validateur en question. Ensuite, on a bien notre méthode publique validate et errors. Donc là, on a le squelette de notre validator. Il me reste plus qu'à dire que ça, c'est une classe abstraite qui n'a pas vocation à être utilisée en tant que telle. Maintenant, au niveau de mon post validator, je peux simplifier les choses. Je peux dire, je vais étendre de mon abstract validator. Je n'ai plus besoin de définir ça, ni ça. Au niveau de mon constructeur, je vais garder les particularités. Mais maintenant, je vais directement faire appel à mon validator. Donc d'abord, j'appelle le constructeur parent en faisant parent : __ construct. Et je lui passe simplement les données. Le constructeur parent, lui, n'a besoin que des données. Il initialisera data et validator. Et ensuite, si je veux rajouter des règles, il me suffit de faire un this validator. Donc je fais ça ici, ici, hop, et là. Et je n'ai pas besoin d'initialiser à la fin. De la même manière, les méthodes validate et errors n'ont pas besoin d'être définies parce qu'elles sont définies dans le parent. Et là, on voit que ça s'est grisé parce qu'on n'en a plus besoin non plus. Donc c'est cool parce que ça permet de simplifier un petit peu le code de nos validateurs et de ne garder que le strict minimum. Seule petite chose à laquelle il faudra faire attention, vu que l'on utilise le validator dans les enfants, il faudra mettre cette valeur en protégé. Donc je vais faire ça pour data et pour validator. Comme ça, je pourrai l'utiliser dans les méthodes enfants si c'est nécessaire. Donc je vais essayer de resoumettre les informations, ça ne pose aucun problème. Je essaie de mettre slug-test et ça pose bien un problème. Donc là, on a un petit peu reformaté notre partie validation. Alors maintenant, je vous invite à pratiquer un petit peu plus et à essayer d'avancer sans forcément la vidéo suivante. Donc je vous donne deux objectifs. Le premier, c'est créer une fonction pour simplifier ça. L'idée, ça serait d'avoir une fonction qu'on appellerait par exemple iterate, que l'on mettrait peut-être dans notre namespace app. Bon, vous pouvez organiser ça comme vous voulez ou, si vous le souhaitez, créer une méthode statique. Ça permettra peut-être d'avoir un petit peu plus d'organisation. On va créer une classe que l'on va appeler object et on va l'appeler iterate, la méthode. Donc cette méthode, elle prendrait un objet, par exemple post. Elle prendrait ensuite un tableau, donc ici les données qui ont été postées, et un troisième paramètre, ce que l'on souhaite hydrater. Par exemple ici name, content, slug et createdAt. Et l'objectif de cette fonction, c'est de faire exactement ce que l'on a écrit ici. Donc dynamiquement, ça serait capable de trouver le nom des setters et d'hydrater notre objet et de le remplir avec des informations. Ça nous permettrait d'économiser quelques lignes et plus tard, si on a plein de champs, ça peut permettre de faire les choses un petit peu plus rapidement. Ensuite, seconde chose que je vous demande de faire, c'est toute la partie new. Maintenant qu'on a créé des objets pour organiser un petit peu notre code, vous devriez être en mesure de créer la logique qui va permettre de créer un article tout seul. Voilà, donc essayez de faire ça et je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre.